Que cherchent donc les investisseurs sur le public, sur le marché privé? Quels sont leurs arbitrages passés, présents et à venir? Soyons fous. On en parle donc avec vous deux, messieurs. Merci d'être là. Tenez, hop, je distribue les micros. On a un bon quart d'heure ensemble pour évoquer, notamment Arthur, on peut démarrer avec vous, votre dernière étude chez Avolta sur le marché des... depuis janvier, on va dire les 3 premiers trimestres de 2022, ce que vous avez vu sur la French Tech, sur la FinTech française, et puis peut-être un objet de comparaison aussi avec ce qui se passe ailleurs en Europe, si vous voulez bien. Oui, alors peut-être je peux dire un tout petit mot sur Avolta Avec plaisir. Oui, j'aurais dû vous présenter. Donc Avolta, on est une banque d'affaires, on a créé ça il y a 10 ans, spécialisée sur la technologie. Et on est aujourd'hui une des banques d'affaires leaders en Europe sur ce sujet. Juste en quelques chiffres, on a fait une centaine d'opérations en 10 ans, un peu plus de 2 milliards de volume de transactions. Et la FinTech est notre segment numéro 1 sur lequel on a fait une trentaine d'OP. Et c'est le segment que j'ai la chance de gérer, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités évidemment levée sur ce secteur. M&A. Levée de fonds, M&A, private equity, Okay. On fait tout sur des opérations entre 10 et 300 millions, donc small et mid cap. Très clair. Et voilà, assez actif sur tous ces sujets de FinTech. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment sur le marché du capital. Louis, pour l'intro aussi. Merci. Donc si je me présente, Luis Faspinto, je suis le responsable à la Société Générale pour les marchés de capitaux, dans ce qu'on appelle en anglais Equity Capital Markets, c'est-à-dire que j'aide les sociétés à faire leur introduction en bourse, leur levée de capitaux, leur émission d'obligations convertibles, ceci globalement. Donc pour des grandes sociétés comme la Française des Jeux ou comme ce qu'on a fait pour Porsche il y a quelques semaines, mais aussi dans la tech, donc par exemple aux États-Unis comme Amazon, comme Google, comme Tesla, comme Palantir, et en France pour des sociétés comme Believe, comme OVH, comme Exclusive Networks. Donc IPO, SPAC, IPO, même s'il y en a un peu moins. SPAC, oui, on a aussi fait des SPAC, on peut en parler. Ouais. Ça n'a pas trop duré. Il y a des modes comme ça, bon. Voilà. Il faut tester. Merci Louis. Donc Arthur, vous disiez sur votre étude, je disais sur votre étude, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bon, ça c'est du rétroviseur, mais c'est quand même tout frais, c'est à fin septembre. Ouais, ce qu'on peut en retenir, c'est que globalement, toutes les levées de fonds ont plutôt eu tendance à baisser, les montants un peu partout dans le monde. On est en moyenne, si on regarde les 3 premiers trimestres de l'année par rapport à ce qu'on a connu en 2021, on est à peu près sur une baisse de moins 30% des volumes investis. Et on voit que finalement, c'est assez réparti. Moi, instinctivement, je me serais dit que c'est plutôt les très gros tours qui souffriraient le plus. Mais finalement, on se rend compte qu'à peu près à tous les tours, ça a été impacté, la série A, la série B, et puis le late stage, évidemment. Tout a été impacté. Après, quand on regarde un peu plus dans le détail par pays, ce qui est assez étonnant, finalement, c'est que la France a l'air de résister un tout petit peu mieux que les autres pays importants de la technologie. Ça ralentit, mais on est toujours en croissance, quoi. Quand on se regarde sur un an. Voilà, si on regarde le 2022, on devrait être en croissance de 20-30% versus les autres pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, qui sont à moins 20-30%, les États-Unis pareil, la Chine moins 50%. Donc on a l'air de mieux performer. Après, il faut faire attention parce qu'en France, on a toujours un décalage dans le temps par rapport à ce qui se passe aux US. Donc potentiellement, c'est un effet de décalage qui fait qu'on a moins ressenti pour l'instant sur l'année 2022, mais que potentiellement sur 2023, on aura peut-être une baisse qui va continuer un peu plus longtemps. On va se faire rattraper par la patrouille, quoi. Exactement. En tout cas, les US... il y a fort à parier que les US rebondissent plus rapidement que la France. Vous validez ça, on va se faire rattraper. La France ne peut pas rester un îlot comme ça. Oui, en fait, quand vous regardez dans les marchés, que vous avez une société comme Klarna qui lève des fonds à une valorisation de 30 milliards en mars, 25 milliards en mars, qui remonte à une valorisation de, je pense, c'était 45 milliards en juin, donc 50% de plus en 3 mois, et qui là vient de sortir, parce qu'ils avaient besoin de lever 800 millions de dollars, qui sortent avec une valorisation à 7 milliards, donc 85% de moins, clairement, il y a un problème, un rattrapage par la patrouille. Et donc, l'analogie que j'utilise parfois, c'est qu'on est un peu comme le capitaine du Titanic et un iceberg qui arrive. Et donc, il y a une partie visible et une partie qu'on ne voit pas. Et le grand problème, c'est que la partie visible, c'est les marchés publics, où en fait, on voit tout de suite ce qui se passe. Et dans les marchés privés, il y a beaucoup plus d'opacité. Et donc, vous verrez par exemple que le fonds de dotation, le Endowment Fund de Harvard, a prévenu la semaine dernière. Donc Harvard, c'est 51 milliards d'investissements. Une grande partie de leur succès, c'est les lignes qu'ils avaient prises dans le private equity et le venture capital. Et qui dit Harvard, dit Yale, etc. Donc Harvard a prévenu la semaine dernière qu'ils allaient devoir revoir à la baisse très substantiellement
la valorisation de leur ligne private equity et venture capital. Alors c'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que quand vous vous appelez Fidelity, ou vous vous appelez Capital, ou vous vous appelez BlackRock, à la fin de la journée de trading, quand votre ligne d'Amazon elle a descendu de 10%, vous faites un mark-to-market, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tous ces acteurs en fait, ont pris des lignes dans le privé. Et donc, ça contamine un peu ce qui se passe dans le privé. C'est-à-dire qu'eux aussi ont des lignes, enfin, quand ils regardent leur position publique et qu'ils regardent leur position privée, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et donc, ils commencent à faire des mark-to-market qu'ils font déjà dans le public, mais pas encore dans le privé. La contagion, elle n'a pas encore eu lieu, là, vous dites. Alors, sauf s'il y a eu un événement capitalistique type est Klarna, en train d'arriver, mais on n'a pas encore vu tout l'impact. Pas vu le... Ouais. Donc, on le voit déjà dans certains acteurs qui ont fait, disons, des acteurs hybrides, comme alors il y a comme SoftBank, comme Tiger Global, comme Cotu. Tiger Global, c'est un fonds très intéressant qui a eu un succès énorme. Alors, le business model, vous le connaissez sans doute, c'est faire beaucoup d'investissements très rapidement. Donc, Tiger Global, ils ont fait 340 investissements l'année dernière, des lignes en moyenne de 60 millions de dollars. Donc vous faites les calculs, vous voyez que ça sort très rapidement. Pas de due diligence ou très peu de due diligence. La due diligence est sous-contractée à des sociétés comme Bain ou McKinsey. Il n'y a pas de demande pour être sur le conseil d'administration. Enfin, ça va très vite. Malheureusement, cette année, Tiger Global, leur fonds est en baisse de moins 50%. Donc il y a un peu un arrêt. Le deuxième indicateur, donc justement qui est moins précis, mais qui a un kind of early warning, si vous voulez dire, c'est qu'il y a des plateformes où les gens peuvent s'échanger des participations dans les sociétés, comme Forge Global aux États-Unis. Et quand on leur parle, ils nous disent qu'en moyenne, ces échanges, donc ce n'est pas une bourse, ce n'est pas régulé comme une bourse, il n'y a pas les volumes qui permettraient de donner une certitude parfaite, mais en moyenne, ces échanges se font à moins 39% de la dernière valorisation auquel ont été levés les fonds. Donc vous voyez que... Ce qui correspond un peu à la chute du Nasdaq, qui est à moins 30% en year to date. On n'est pas très loin là. Exactement. Mais quand vous voyez les private equity venture capital, ils n'ont pas encore accusé cette descente. Donc on est dans un moment très difficile. Ça va secouer encore un petit peu. Après, on parle que de valo. Malheureusement, souvent, il y a tout le reste derrière. Il y a ces fameux tours qui sont moins importants que celui d'avant, sur une valo moins importante. Voilà, les down rounds, en fait. Arthur, on a évoqué, est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres quand même? Oui, clairement. Alors, il y a des secteurs, des business models qui s'en sortent mieux. Ce qu'on a vu en France, notamment au troisième trimestre, c'est que le secteur qui a émergé complètement au troisième trimestre, c'est le secteur de l'impact au sens général. Alors, Marie en parlait juste avant. Mais tout ce qui est autour de la sustainability, ça a pris une part extrêmement importante dans l'écosystème. Ça va des nouveaux matériaux à l'économie circulaire, aux nouvelles batteries, recyclables. Il y a énormément de thématiques, beaucoup autour de l'industrie. Donc ça va aussi... c'est la convergence en fait des thèmes d'impact, de réindustrialisation aussi de la France et de l'Europe. Et on voit que les investisseurs, c'était un sujet, voilà, dès qu'on avait du hardware, du capex dans une boîte il y a 3-4 ans, c'était quasiment impossible de lever de l'argent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup de fonds qui comprennent, notamment les fonds impact, qui comprennent qu'on ne va pas transformer le monde avec du SaaS, avec du software, et que finalement, il faut investir dans la recherche, il faut investir dans les machines. Ça prend des années d'avoir les premiers dividendes, quoi. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui va transformer la société, c'est ça qui va avoir un impact réel sur la société. Et donc, il y a eu vraiment un changement de mindset. Et donc, on a un croisement des courbes entre... l'économie, les levées de fonds sur des sociétés type software, etc., qui est descendue parce que les fonds ont tendance à attendre un peu ce qui se passe là-dessus. Et puis une montée très très forte sur les levées de fonds, sur des sujets impact avec du CAPEX. Et la notion de profitabilité, Louis, on n'en parle pas? Absolument, ça on revient parle beaucoup plus de profitabilité, donc c'est plus path to profitability, c'est profitability, donc on se focus vraiment sur ça, et puis c'est à un prix. Et donc, pour la petite histoire, donc je vous expliquais le business model de Tiger Global. Eux, en fait, sont déjà en train de lever un deuxième fonds qui est déjà à 6 milliards. Alors, il y a des contraintes très différentes. Donc, le ticket moyen va passer de 60 millions à 30 millions. Et du coup, il ne peut pas faire un investissement tous les jours. Il faut que la moitié du fonds, l'investissement, la moitié du fonds doit être fait sur un an. Donc, on passe plutôt des investissements toutes les semaines plutôt que tous les jours comme ils étaient avant. Quand vous regardez Cotu, qui était un autre investisseur très important, eux
comme parfois le font les Américains, ils ont reconnu la vérité très rapidement, ils se sont désinvestis très rapidement. Donc le fonds Cotu, il doit être alors que Tiger est à moins 50, il doit être autour de moins 20, et ils sont à 70 à 80% en cash. Donc eux, ils attendent pour faire des investissements. Donc l'argent est là, mais comme on vient de le dire, dans des secteurs très particuliers, avec des sociétés qui ont justement un profitability reconnu, un business model reconnu, et puis à une valo qui est tout à fait différente de ce qu'elle aura été auparavant. Donc 23, plutôt la prime aux chameaux là, qu'aux licornes. Ceux qui vont pouvoir traverser Ouais, en tout cas, sans se ravitailler tous les 50 Il y a plein d'indicateurs qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que je pense que tous les fonds ont plutôt tendance à dire à leur société soyez frugaux, essayez de moins dépenser, essayez de réduire votre burn. Et puis toutes les sociétés qui vont aller là dans les prochains mois ou en 2023 sur le marché, les sujets de path to profitability pour les sociétés encore early stage ou de profitability effectivement pour les sociétés un tout petit peu plus early stage sont devenus clés. Quasiment à la hauteur des sujets de croissance qui restent évidemment le vecteur principal de valeur ajoutée pour les VC, mais les sujets du burn sur les ratios de burn sur l'ARR créé, tous ces ratios-là, regardez est-ce que les frais fixes sont couverts par le chiffre d'affaires de la boîte, toutes ces notions-là qui étaient absolument pas regardés en 2021-2020, sont devenus des sujets clés pour tous les investisseurs et on le ressent aujourd'hui. Et toutes les boîtes doivent absolument se préparer comme ça. Des sociétés qui sont des machines à burn, qui pouvaient lever très bien en 2021, je pense qu'elles n'ont absolument aucune chance de lever en 2023. Alors, il y a des solutions qui ne sont pas ouvertes à toutes. Une des solutions, c'est la dette. Alors, nous, comme banque, Société Générale... C'est le banquier qui parle, là. Voilà, exactement. Okay. On a des sociétés qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, est-ce que vous pouvez nous prêter, à quel prix, etc., à quelles conditions. Alors, c'est une solution intéressante parce qu'elle présente des avantages. D'abord, vous ne faites pas de down round, puisque la dette, ça rentre. Deuxièmement, vous ne diluez pas vos actionnaires existants, puisque c'est de la dette. Alors le problème, c'est que la dette, c'est pas, enfin vous savez, quand vous achetez votre maison, etc., il y a toute une liste de conditions. Bah, ici, c'est la même chose. Et parfois, ça peut vouloir dire que voilà, on ne vous laisse pas faire des acquisitions, qu'on va vous surveiller de très près, etc. Et puis il y a un prix qui, dans le contexte macro en ce moment, qui, comme vous le savez, n'est pas très favorable. Bah, j'ai déjà vu des cas où d'autres sociétés, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, il y a des sociétés spécialisées comme Hercule, comme BlackRock, qui ont aussi des fonds de dette privée, le taux peut monter à 20%. Donc voilà, il y a des solutions, mais ce n'est pas des solutions pour tout le monde. 20%, c'est pas mal. Ouais. Les exits, on n'en parle pas. Alors déjà, c'était un peu le talon d'Achille là, de la French Tech. Peu de corporates se lançaient. Alors là, vu l'environnement, ils vont encore moins se lancer. Ils vont encore un peu réfléchir. Alors, les banques dans la fintech étaient peut-être un contre-exemple. Les exits IPO, là, vous avez accompagné Believe. Malheureusement, les exemples, enfin Believe ou d'autres d'ailleurs, ça ne donne pas forcément envie. Sur la place de Paris, j'entends. Oui. Et de toute façon, le marché gelé. Believe a été un succès extraordinaire. Alors on va être clair, c'est une société fantastique, avec un management fantastique, avec un business model fantastique. Mais Believe a souffert d'une chose, c'est que quand on a commencé à travailler sur Believe, il y avait des banques qui disaient vous inquiétez pas, hein, Tiger Global, Cotu, ils vont tout acheter. On n'a pas besoin des investisseurs français, on n'a pas besoin des investisseurs anglais, vous inquiétez pas. Et en fait, le moment où Believe s'est lancé a coïncidé avec un peu un revers du marché où les Tiger Global, ils ont dit no thank you, les Cotu, ils ont dit no thank you. Et en fait, c'est grâce aux investisseurs français pour la grande partie, ce qui se passe très souvent dans les introductions en bourse et les opérations. C'est-à-dire que quand ça va mal, c'est les Français qui connaissent, qui regardent, qui font vraiment une analyse et qui rentrent. Et puis les autres sont barrés, en très clair. Donc, sauf que ça reste une start-up, donc qui est sur le chemin de la rentabilité, mais qui n'est pas une cash machine. Voilà. Et là, on en revient au Exactement. contexte. Et donc c'est pour ça qu'on a dû réduire la taille et une certaine performance après d'aftermarket qui était moins bien. Mais généralement en Europe, les introductions en bourse cette année ont diminué de 85%. Donc la seule partie parce que normalement quand on regarde Americas, on regarde EMEA et on regarde l'Asie. Donc dans cette zone géographique, le seul endroit où on continue à avoir des introductions en bourse importantes, c'est dans le Moyen-Orient, à cause des fonds locaux. Là, les introductions en bourse sont en augmentation de 2/3, mais en Europe, elles sont descendues de 85%. L'autre grande sortie
pour les boîtes tech qui s'appelaient les SPAC. Les SPAC, vous me faites confiance, vous me donnez votre argent, je vais aller acheter une société. En fait, ce marché, c'est plus ou moins complètement arrêté. Alors d'abord aux États-Unis, où il avait été important, un peu moins en Europe, parce qu'en Europe, et nous en avons fait aussi, les gens étaient beaucoup plus sélectifs sur les sponsors. Donc nous, on a eu la chance de travailler multiples fois avec Xavier Niel, avec Mathieu Pigas, etc. Mais aux États-Unis, bon, j'aime beaucoup la musique de Beyoncé, mais c'est pas pour ça que je vais lui confier mon portefeuille. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors avec des abus notables, vous les connaissez. Le camion qui marche très bien et la technologie est prête, qui s'appelait Nicolas. Mais ça marche que dans la pente, quoi. Et voilà. Et en fait, regardez, ça marche, mais en fait, le camion était garé sur une pente. Et quand ils ont enlevé les freins, le camion, il a avancé. Mais il n'y avait pas de moteur dans le camion. Donc voilà, donc ça, c'était un SPAC à 3 milliards. Il y avait Bob, Jack et Jill qui avaient investi, donc le retail américain. Bien sûr, le gendarme de la bourse n'est pas content et commence à investiguer. Et donc, tous ces forward forecasts de profitabilité que tous ces SPAC faisaient, je vais vous donner un autre exemple, Richard Branson, Virgin Galactic, le forecast de 2021, c'était 200 millions. En fait, ils en ont fait 3. Et cette année, ils sont en perte. Donc voilà, le gendarme de la bourse dit, écoutez, quelque part, il y a une fraude, il y a le retail qui a acheté sur des chiffres qui étaient plus que fantaisistes, qui étaient frauduleux. Donc les SPAC, voilà, on va attendre un petit peu sur ça. Et ça va aussi beaucoup contribuer à l'essor des valorisations, puisque c'était une valorisation qui n'était pas testée sur le marché, comme une introduction en bourse normale. C'était un prix de gré à gré, voilà, je t'achète pour 2 milliards, je t'achète pour 3 milliards, très bien, banco, allez, on y va. Parce qu'après, ça cote real time, donc là, ça... Voilà, exactement. La vérité, donc la cotation qui généralement est à $10, vous verrez que pour la plupart des SPAC, elle n'est plus à $10, elle est à $4, $3, sauf rares exceptions. Arthur, le mot de la fin? Non, mais peut-être juste pour compléter le panorama sur les exits, parce qu'autant effectivement sur les très grosses opérations qui sont souvent des IPO ou des SPAC, il n'y a plus rien, effectivement, quasiment. Autant sur les petites opérations, ça n'a jamais été autant actif qu'aujourd'hui. Et on voit une augmentation très nette en fait, du nombre d'opérations qui sont faites sur des petites opérations jusqu'à 100 millions, disons. On a vu PSG Equity racheter Zenchef il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a eu ça. C'était peut-être pas chez vous, mais non, il y a Advent qui a racheté MangoPay. Ouais. Il y a un nombre de transactions, et notamment dans la fintech, c'est extrêmement actif. Donc, et voilà, et c'est lié au fait, il y a plusieurs phénomènes. Les corporates continuent d'acheter, parce que c'est les grosses entreprises qui sont quand même les premiers pourvoyeurs de deals. C'est 70 à 80% en général du nombre de deals qui sont faits par des gros acteurs. Mais on a aussi effectivement beaucoup plus de fonds de private equity qui s'intéressent à ces sujets de fintech notamment, et qui sont très actifs, de plus en plus actifs dans le marché européen. Et il y a le dernier mouvement qui est plus récent, qui est un mouvement de 2022, où il y a une très forte consolidation de la part de gros scale-up, qui sont parfois financés par du VC ou du private equity, et qui consolident très fortement leur marché, soit leur marché local, des marchés internationaux, qui complètent leurs produits, qui ont vraiment une démarche active. On l'a vu tout à l'heure avec Plus Simple, ils ont fait 9 acquisitions en 3 ans. Il y a beaucoup de sociétés qui se structurent et qui ont du cash disponible en fait, pour faire des acquisitions. Donc c'est un très bon moment aujourd'hui, soit pour acheter, soit pour vendre. Et le dernier point, c'est que comme les valos sont redescendus aujourd'hui à des niveaux qui sont plus normaux, je dirais, par rapport à 2021, il y a des vraies opportunités. C'est-à-dire que quand les valos étaient trop hautes, il y avait moins de marchés finalement disponibles parce que les sociétés attendaient trop. Les sociétés qui étaient à la vente, elles attendaient trop de valorisation. Aujourd'hui, on est revenu dans des niveaux beaucoup plus normaux, dans lesquels on est beaucoup plus serein pour faire des transactions. Et donc, il est fort à parier qu'en 2023, ce soit une très grosse année de consolidation pour la FinTech. Absolument. Vous avez mentionné Quanto Penta. C'est un excellent exemple d'une société qui a utilisé cette acquisition pour prendre une position de leadership en Italie. Au même temps, consolider le staff de cette société, donc des ingénieurs qui sont difficiles à trouver. Donc une vraie logique industrielle, disons. Mais parce que Quanto avait fait une levée de fonds, donc a du cash, donc a pu faire cette transaction qui s'est faite en cash et titres. Et comme cette transaction, il y a aussi d'autres transactions comme soit le BPCE où on a une vraie logique industrielle de complémentarité avec des objectifs très ambitieux. Et puis tout ce dry powder, on l'a un peu mentionné, des KKR, etc., qui est là. Et qui, il reste de l'argent, oui, encore de la poudre oui, sèche. il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est élevé. Il n'y en a jamais eu autant. Oui, il n'y en a jamais eu autant. Donc voilà. Ça n'y aura pas en 23 alors. Exactement. Merci messieurs, Arthur, Louis, et merci à tous de votre attention. On va se retrouver tout à l'heure après le déjeuner
notamment pour parler du passeport européen. On sera avec Miracle, Binance et plein d'autres. À tout à l'heure.